Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous sur toutes les catégories du vivant. Bonjour Stéphane, Bonjour Christine. merci de m'accorder ce temps tout juste après la sortie du rapport GIECO, donc tout frais depuis le 2 juillet. Ce que je Oui. propose, c'est que vous puissiez dire quelques mots de vous et puis également du contenu du projet. Donc voilà, déjà, qu'est-ce que vous diriez de vous? Qui êtes-vous? En fait, je suis un Québécois qui vit en France depuis 25 ans et ça fait presque 25 ans, pas tout à fait, 22 ans pour être exact, que je travaille sur le climat de manière sociologique. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre tous les aspects humains de la question climatique et depuis quelques années, plus sur la biodiversité aussi. Et donc, dès le départ, pour moi, ce qui me semblait un peu curieux, c'est que les scientifiques des sciences naturelles nous disaient qu'il était probable que le changement climatique soit dû aux activités humaines, que les impacts allaient nous retomber dessus et nos activités humaines, et il n'y avait pas de science des comportements dans les rapports du GIEC. Ça me semblait complètement absurde. Bon, là, il y en a maintenant, heureusement, mais en 2003, c'était pas. Voilà. Hem, et cette espèce d'état de comment dire? Du statut de la place des sciences des comportements, ça a été long à venir. J'étais le premier en France à bosser sur ces questions-là de manière comportementale, de manière très forte. Il y en a d'autres qui travaillaient un petit peu sur ces questions, mais de manière un peu par la bande. Par exemple, on avait des sociologues de la famille, qui s'intéressent à la famille, comment une famille fonctionne et ensuite la question de l'énergie dans le domicile arrive et donc ils viennent dire: «Comment est-ce que l'énergie vient rentrer dans les interactions, mais de la famille?» OK. alors que pour moi, c'était l'énergie qui est importante ou le climat, pas la famille en soi. Donc ça, c'est le premier rapport d'un peu d'étonnement que j'avais à l'époque et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait pas grand-chose dans les recherches là-dessus. 2e, chose qu'il faut savoir, c'est que en partie en raison de ça, il m'a été impossible en France d'obtenir un poste, en tant que chercheur. Donc je suis un chercheur indépendant, ce qui est très rare en France, mais de moins en moins d'ailleurs. Je suis une espèce en voie d'émergence, je pense. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis pas en émergence, mais les nouveaux qui arrivent, oui. En tant qu'espèce, en tout cas, on est en mode d'émergence. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font des recherches, qui produisent de la publication scientifique, mais on est ni au CNRS ni à l'université. Et donc ce qui veut dire qu'on est un peu en tout cas dans mon cas, on est aussi, des gens très gourmands. On fait plusieurs recherches en même temps, à la fois pour avoir une stabilité financière, mais aussi parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on est très curieux, et donc je me retrouvais maintenant avec plus de 45 projets de recherche, terminés, publiés et cetera, en 20 ans de recherche sur le climat. Voilà. Et ben, super, donc ça donne, déjà à la fois une présentation de vous, puis aussi de votre élan, donc c'est super. Donc du coup, on va passer peut-être directement au rapport puisque vous avez donné, quelles Ouais. étaient, les raisons qui vous ont mû pour faire tout ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Puisque ce rapport est quand même, assez monstrueux, composé de plein de chercheurs et avec de très belles, propositions. Donc je vais peut-être vous laisser, décliner comme vous avez envie de décliner l'information, si vous voulez bien. Donc, les profils pluridisciplinaires, alors pas détailler les profils, mais Non, les non, oui, oui. je vous laisse y aller. Allez et je relance si Ouais. nécessaire. Hem, la première chose qu'il faut comprendre, je pense, sur le rapport, c'est qu'on a tout d'abord voulu un rapport en 3 tomes et ça, c'est le premier tome, le premier volume, qui se veut rédigé avec des chapitres plutôt disciplinaires. Ce qui est pas tout à fait vrai, la plupart des chapitres sont plus transversales que ça, mais en tout cas, c'est un petit peu l'objectif pour comprendre un peu ce que chaque discipline dit de sa manière, avec ses méthodes et à quelles conclusions ils arrivent sur la question des changements de comportement
dans la question de transition. Autrement dit, on a posé quelles sont la question suivante: quels sont les drivers, les moteurs de changement et de non-changement? Parce que ne pas changer, c'est très actif. Donc ça, c'est une première leçon d'ailleurs. Et ne pas changer, c'est très actif, mais je vais y revenir parce que ça revient dans les différents, chapitres. Et on a fait le processus normal d'un appel à publication scientifique, avec un processus normal aussi de révision scientifique par des pairs. Donc, chaque chapitre a été relu par 3 pairs. J'étais en première ligne sur tous les chapitres, j'ai tout lu 3 ou 4 fois, pour clarté, pour être sûr que quelqu'un qui ne fait pas partie de la discipline en question puisse au moins comprendre un minima. On a insisté pour avoir des glossaires aussi, pour être sûr que tout le monde comprenne quand quelqu'un dit quelque chose. C'est assez utile, il faut le dire. Mais la liberté a été donnée aux auteurs de rester, en autant que c'est en lien avec la transition écologique, la liberté était là. On avait quand même aussi, des consignes. Une des consignes, c'est d'écrire le plus simplement possible, même si c'est pas toujours facile, parce que dans une discipline, un terme veut dire quelque chose pour les chercheurs et ça renvoie à un corpus, à une compréhension. Donc ça, c'est important. Mais aussi, de nous dire qu'est-ce que leur discipline, la publication, les revues la revue de littérature qu'on appelle donc des publications de leur discipline, disent sur ce sujet. Donc les auteurs pouvaient aussi parler un peu de nouvelles trouvailles, de nouvelles, données scientifiques, de nouvelles conclusions auxquelles eux, ils étaient arrivés. Ça, c'est pas un problème, mais l'important, c'était de dire ce que les disciplines disaient là-dessus. Qu'est-ce que nos disciplines disent sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas? Quels sont les moteurs de changement qui sont importants ou pas? Et là, il n'y avait pas de consigne là-dessus et ça, c'est une trouvaille très, très forte. Je n'ai pas donné de consigne dans l'appel à publication sur l'élément suivant et tous les chapitres disent exactement la même chose, que la cognition explicite, la rationalité, n'est pas un facteur important de changement de comportement. Est-ce que ça, ça vous est possible de l'expliquer pour, tout un chacun? Juste Oui, ce ci ouais, je vais vous donner un super bon exemple. Hem, la climatologie nous dit qu'on va arriver à du 550 parts par million, hein, de molécules de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça, c'est de la donnée scientifique, c'est du cognitif. Quand je Mmh. viens vous dire ça, est-ce que vous êtes capable d'imaginer quoi que ce soit? Évidemment que non, si j'ai pas la connaissance qui va avec. Et voilà, ce qui veut dire 95 de la population. Ce qui veut dire qu'on n'est pas capable de solliciter non plus des émotions. On peut être complètement indifférent à cette, donnée scientifique et on ne cesse d'être indifférent quand on commence à comprendre, même si on ne comprend pas la science derrière, qu'est-ce que Mais ça veut dire en termes de pluviométrie, en termes d'impact sur les glaciers? Puis encore là, voir des glaciers tomber, sur une vidéo, ouais, bon, c'est ouais, ouais, bon. Mais si ça m'empêche d'aller au ski, ah, là, ça devient plus personnel, plus visualisable, plus ressenti à la rigueur. Quand on voit, des maisons d'un village pas très loin se faire emporter par des inondations ou des crues sauvages, quand on voit que mon voisin qui fait pousser des carottes est en train de perdre toute sa récolte parce qu'il y a trop d'eau passée, là, on fait appel à des émotions. Donc ça, c'est la différence entre savoir quelque chose, le comprendre et le vivre. Et un des grands problèmes, qu'on a avec les campagnes de sensibilisation sur le changement climatique notamment, mais la biodiversité aussi, depuis 30-40 ans, c'est que la manière de l'expliquer reste au niveau cognitif et rationnel, scientifique. Et en fait, ça suscite rien du tout. absolument. Il faut une traduction très opérationnelle, impliquante pour que les gens commencent à bouger. Ouais et quotidienne aussi, quotidienne. Mais même là, votre docteur vous dit: «Arrêtez de fumer, sinon vous allez avoir le cancer». Il y a des gens qui arrêtent pas de fumer pour autant. On a beau leur montrer des photos dégueulasses de poumons, très cancéreux, je suis désolé, mais il y en a qui arrêtent pas de fumer pour autant. On devrait tous faire du sport parce que sinon les artères bougent, parce que, on le sait et on le fait pas. Et donc en fait, la question fondamentale que l'on pose dans le rapport, c'est: «Bon, ben, si la donnée cognitive, savoir ne suffit pas pour changer quoi que ce soit, ben, qu'est-ce qui fait qu'on change ou pas alors?» Absolument. Et donc l'argument était là et donc ce qui émerge dans
que ce soit un chapitre sur les sciences en communication, en management, en économie, en sociologie, en sciences politiques, des modes d'intervention pour la transition, ils disent tous la même chose. La cognition, ça peut nous aider à savoir, par exemple, en ce moment, on parle de bouquet énergétique, de mix énergétique. Il est évident que le charbon ne fait pas partie du mix énergétique. On pourrait, de manière absolument neutre, objective, si on voulait diversifier notre énergie, on pourrait retourner au charbon, mais on ne le fait pas parce qu'il y a des données scientifiques qui montrent à quel point, un, c'est mauvais pour la santé physique et écologique locale, puis que c'est mauvais pour le climat en plus. Donc, ça nous dit quand même qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais en général, c'est pas ça qui nous amène à changer. C'est pas un discours sur le changement climatique très cognitif qui nous amène à changer de mode d'alimentation. Donc, question, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le premier élément de réponse qui ressort de ce premier rapport, c'est ce qu'on appelle la cognition implicite. La cognition implicite, c'est quand même de la cognition. Je vais vous donner un exemple très, très simple et qui est utilisé dans le chapitre d'ailleurs. Une de nos croyances de base, en fait une croyance, mais notre cognition implicite nous dit que l'objectif d'une entreprise, son identité, sa nature, c'est de faire du cash. Ben non. Une entreprise peut être constitutive et contributrice à son territoire. Elle peut faire des aires de rafraîchissement, elle peut planter des arbres, elle peut faire des actions de prévention, elle peut faire, etc., etc. Et donc, dès qu'on sort de cette cognition implicite de ce qui nous semble évident, ce qui est intéressant avec cette façon de voir les choses, c'est qu'on ouvre les options à autre chose. Donc, c'est déjà réduire les obstacles, au moins de l'imagination qu'on peut avoir sur qu'est-ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Mais tant qu'on reste pris dans la cognition implicite qu'une entreprise, ça sert à faire du cash, on n'envisage rien d'autre. Donc, ça, c'est un premier élément, la cognition implicite. L'autre enjeu, bien entendu, j'en ai déjà parlé, ce sont les émotions. C'est pas parce que on n'a pas toujours toutes les réponses hein, dans les sciences comportementales, mais ce qui apparaît fortement, et Hélène Jalin le disait très, très bien d'ailleurs, c'est que l'éco-anxiété, mais le déni climatique aussi probablement, qui est une réponse à l'éco-anxiété, c'est que, en fait, on réalise de mieux en mieux que ça va pas bien. Sinon, il n'y aura pas d'anxiété. Un indifférent, quelqu'un qui se fout royalement de la crise et qui a autre chose à faire, ne ressent aucune anxiété. Donc, l'anxiété peut mener à du déni et ce sont des signes qu'il y a quelque chose qui se passe en termes de conscience parce que sinon, il n'y aura pas de déni. Donc, c'est une bonne nouvelle d'une certaine manière. L'astuce maintenant, c'est de dire ben, comment on transforme ce déni en acceptation et ensuite en action. Absolument. Ça, c'est un peu le jeu. Et un des éléments qui émerge dans la littérature là-dessus, c'est la capacité. C'est-à-dire qu'en anglais, il y a un terme que j'aime beaucoup qui est difficile à traduire en français qui s'appelle self-efficacy. C'est-à-dire ma perception que j'ai deux choses. D'être capable d'agir. Est-ce que je suis capable de prendre mon vélo? Ben, si j'habite si j'habite dans le milieu de la Lozère, c'est un peu compliqué parce que la baguette était à au moins 10 kilomètres. Bon, voilà. Si je suis en ville, en revanche, il n'y a pas de raison de prendre ma voiture. Pourtant, il y en a qui le font. Mais voilà, donc il y a la capacité, mais il y a aussi la capacité que j'ai. Certaines personnes vont dire 10 kilomètres, ça me fait de l'exercice, j'y vais quand même. Donc, il y a quelque chose de subjectif là-dedans, et ça, c'est un point qui revient beaucoup, mais j'y reviendrai après. Ça, c'est un élément important. Mais il y a aussi le deuxième élément sur cette self-efficacy, c'est pas juste la perception que j'ai de ma capacité à agir, c'est la perception que j'ai d'avoir un effet sur le réel. Et là, on a un problème. Parce qu'en fait, pour résoudre le changement climatique, la crise de la biodiversité et du changement climatique, c'est un problème collectif, qui est Oui. mondial. Mmh. Donc, moi, Stéphane Abranche, même quand j'ai arrêté de faire des conférences internationales il y a déjà plus de 10 ans en avion, je suis désolé, mais ça ne fait aucune différence à l'industrie de l'aviation. Ils s'en foutent que j'ai arrêté. Et c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit non plus au gaz à effet de serre émis par l'industrie de l'aviation. Moi, en revanche, ça change quelque chose sur mon inconfort cognitif de prendre l'avion pour aller faire une conférence sur le changement climatique, qui est complètement absurde, on est bien d'accord, et qui, chez moi,
fait émerger, de la dissonance cognitive, mais plus que cognitive, un inconfort éthique. Ça ne fait pas sens et j'aime pas. Donc, l'autre élément qui vient avec ça, c'est de se dire: Moi, je sais que je peux agir et j'agis, mais je sais que cette action n'aura aucun effet sur le global. Mmh. C'est la petite goutte d'eau dans l'océan qui fait aucune différence. Mais si on a pour moi, si on a cette, logique, ben 7 milliards de gouttes d'eau, ça fait quand même beaucoup d'eau. C'est-à-dire Et qu'en bon, on ira pas en fait, si elle n'y était pas cette goutte d'eau, c'est là qu'elle manquerait. C'est-à-dire que la seule goutte d'eau ne fait pas changer le monde, mais si on enlève toutes les petites gouttes d'eau qui pensent ne pas le changer, eh bien, effectivement, ça ferait changer rien du tout. C'est ça? ou alors on a une sécheresse complète et totale. Oui, absolument. C'est une bonne façon de le dire. Ouais. Et donc ça émerge aussi. Donc le rôle des émotions est super important, mais il est encore assez ambigu. On ne comprend pas toujours pourquoi certaines émotions amènent, certaines personnes à agir et d'autres à ne pas agir et à détourner le regard, à faire du déni et cetera. Donc ce qui émerge en tout cas, c'est cette perception de la capacité à agir en tout cas et avoir un effet sur le monde. Ça apparaît comme étant important. Ce qui ne résout pas tout à fait la question, c'est-à-dire pourquoi moi je pense que c'est important d'agir et pourquoi il y en a d'autres qui disent: «Même si j'agis, ça ne change rien, donc je change rien, puis je fais rien». Et donc là, probablement qu'il faut remonter à l'enfance. Il y a un des éléments de l'enfance qui joue un rôle sur les émotions, c'est que le contact et ça commence à émerger dans la littérature aussi, ça, c'est des choses qui commencent à être très fortes, c'est que le contact avec la nature, la connectedness avec la nature, donc la connexion avec la nature en l'enfance, émerge dans la littérature de manière de mieux en mieux démontrée que c'est un des facteurs les plus importants qui explique pourquoi on a envie de protéger la nature à l'âge adulte, plus tard. Ce n'est pas des leçons de SVT, ce n'est pas du cognitif, encore une fois, c'est le fait de toucher la terre, de manger des pommes dans un pommier, de s'amuser en forêt, d'aller pêcher, de je ne sais quoi, mais d'avoir ce contact avec la nature à l'enfance. Ça, c'est super important. Et donc là, on a quelque chose qui est notamment sur la question de l'attachement à la biodiversité. Donc là, c'est un autre élément sur les émotions, l'expérience de l'enfance, le sens de l'émerveillement qu'on a à l'enfance et qui, en fait, se traduit par une envie d'action plus tard à l'âge adulte. Et c'est Donc, on là n'est pas dans le cognitif non plus. Et c'est là effectivement qu'on est très inégaux parce qu'avec un nombre incalculable de gens dans les villes, ça veut dire que des enfants, des dizaines de milliers d'enfants n'ont pas eu cette connexion initiale alors dès l'enfance avec la nature, Absolument. et donc ça peut créer un problème et je vous redonne la parole. Ouais, non, mais ça, c'est très vrai. Mais là, il y a quand même, en ce moment, depuis 2, 3 ans, il y a des super bonnes mesures partout en France à ce sujet, avec la végétalisation des cours de récré. Les cours d'école. Végétalisation des parcs pour enfants aussi de plus en plus, avec des arbres différents, avec, là, pas loin de chez moi, ils viennent de végétaliser tout un endroit et ils mettent des arbres et des buissons fruitiers, des framboises, à disponibilité du public. Donc les enfants mangent, toutes les framboises qui poussent, et c'est fait pour. Donc ça, c'est super, en fait. Et donc là, il y a ça va dans la bonne direction. Donc, quand il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes actions, il faut le dire et ça va dans plusieurs bonnes directions à la fois en termes de rafraîchissement d'été, mais de contact avec la nature aussi pour les enfants. Et c'est pas un contact, à réglementer. Ça pousse contre un mur, les enfants y vont et quand il y en a une trouve qui est rouge, ben, on la mange et puis on repart après jouer, quoi. Donc ça se fait de manière spontanée et ça, c'est chouette. C'est vraiment un peu ce qu'il faut faire. Hem L'autre chose aussi qui est importante, qui émerge, c'est que ça m'a un peu étonné. Je pensais avoir essentiellement que des exemples issus du changement climatique. Et en fait, beaucoup des chapitres mentionnent ou parlent ou traitent même de manière assez profonde de la biodiversité et de notre relation à nous, aux vivants. Donc pas au climat, mais aux vivants. Et en sciences sociales, les recherches là-dessus sont moins développées que sur le changement climatique, on en a moins. Mais là, il y avait pas mal de chapitres là-dessus. C'était une bonne nouvelle pour moi. Je trouvais que c'était une bonne chose qu'on puisse parler autant de biodiversité et lâcher un peu le changement climatique qu'on fait beaucoup. Et ça, c'était bien, mais ça soulève des grandes questions un peu philosophiques quand même sur, ben, quel droit on donne à la nature et quel droit on se donne, nous, humains, dans la nature aussi. Est-ce qu'on ne peut pas envisager des nouvelles formes d'éco-citoyenneté dans laquelle, en fait,
non seulement nous sommes des citoyens, nous humains, mais que les animaux, la faune, la flore deviennent en fait une forme de citoyenneté globale, si vous voulez, ou planétaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision qui va avoir un impact sur des citoyens, même si ces citoyens sont des lièvres. Et qu'il faut prendre ça en compte. Donc, c'est une nouvelle manière d'envisager notre relation à nous avec le vivant. Absolument, cette conscience des non-vivants et de l'intégrer dans nos prises de décision, en train de se développer de plus en plus, en effet. Mmh. Ouais. Et là, donc, les implications sur ce que veut dire être citoyen sont assez profondes, en fait, à la fois en termes de philosophie, c'est-à-dire on devient citoyen d'un écosystème global qui s'appelle la planète Terre, en fait, et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien de faire ça quand on fait un parc, quand on fait une route, quand on fait un bâtiment, quand, et cetera, et cetera. Donc, même jusque dans nos décisions quotidiennes, que ce soit des décisions de politique publique ou individuelles. Euh, L'autre élément qui émerge, c'est aussi dans la cognition implicite, mais ça va assez loin. C'est dans un des chapitres, on parle d'Homo economicus. L'Homo economicus, c'est la figure par excellence des théories classiques de l'économie. Ça dit que nous sommes des êtres utilitaristes et maximalistes, c'est-à-dire qu'on veut tous maximiser confort et revenus et retour sur investissement, etc. Pas seulement financier, mais surtout. Et que notre principal levier de décision, c'est est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça va me coûter plus cher que ce que ça va me rapporter? En termes d'effort, mais en termes surtout financiers. Et le C'est quand chapitre explose ça. C'est quand même un point de vue bien particulier. On est dans la filiation, Hobbes, Adam Smith et C'est heu ça. et c'est pas vrai pour tout le monde ça, hein? Non, Donc en fait, la sociologie dit que c'est vrai pour personne. Et ce que les auteurs disent, c'est que c'est une figure théorique qui sert à alimenter de la méthode et des théories, qui réduisent, bien entendu, on fait tout ça, on réduit tous l'humain à certains critères parce que sinon, c'est difficile d'appréhender l'humain en tant que science. Mais dans leur cas, dans ce chapitre, ils montrent que ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en le réduisant l'être humain à un décideur économique et rationnel, on vient de voir que la rationalité n'a pas grand-chose à voir avec nos modes de décision, ben, en fait, ça induit des effets sur comment on tente de communiquer, sur comment on tente d'amener les gens à changer, sur la manière qu'on a d'évaluer aussi. Donc, les méthodes en économie sont basées sur une figure qui est tellement réductrice par rapport à l'être humain que finalement, la question, est-ce que c'est utile, voire même, en fait, contre-productif de faire ça? Donc, c'est un chapitre un peu provoque, mais qui vaut vraiment la peine d'être posé. Bien entendu, le prix va avoir un effet sur nos décisions. Quelque chose est trop cher, on ne l'achète pas. Ou en tout cas, on s'endette pour le faire. Mais bon, ça a quand même un effet. Mais en tout cas, les autres disciplines comme la psychologie, même le marketing et la sociologie vont bien montrer que quand on est face à une panoplie de types de café, c'est pas nécessairement le moins cher qu'on va choisir, c'est celui qu'on sait qui va nous faire le plaisir en nous levant le matin parce qu'on n'a pas envie de boire un café, même s'il n'est pas cher, qu'on n'aimera pas. Et surtout pas le matin avant d'avoir pris son premier café. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas le prix qui décide. C'est les habitudes, c'est l'envie de boire un café qu'on aime, c'est tout ça. Ouais. Beaucoup de gens vont dans un café le matin pour prendre un café, pas nécessairement parce que c'est le moins cher du quartier, mais c'est parce que c'est là qu'ils se sentent bien, puis c'est là qu'ils rencontrent leurs copains puis leurs copines. Donc, à un moment donné, il y a des limites assez rapides, en fait, à l'homo economicus. C'est pas que ça joue pas un rôle du tout, comme la rationalité. Ça joue un certain rôle, mais il faut arrêter de penser que nous sommes que des êtres rationnels avec aucun autre critère de choix dans nos vies. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, les chapitres le montrent très, très bien, ça, d'ailleurs. OK, donc c'est restituer la globalité des facteurs de prise de décision de l'individu et de ses moteurs d'action et pas uniquement ce prisme-là, c'est ça? C'est ça. Et en fait, c'est un des grands objectifs du GIECO, c'est de regarder tous ces facteurs-là qui interagissent. Et dans certains petits de phases de vie, si on a un enfant ou pas, si on est un jeune professionnel, si on est étudiant à la retraite, certains facteurs vont être plus importants que d'autres. À l'inverse des sciences naturelles, ou dans lesquelles on peut parfois retrouver une cause unique ou en tout cas vraiment très, très forte pour un paquet d'enchaînements après, ça peut jamais marcher avec les humains. On est toujours un faisceau
de différents facteurs qui viennent se rencontrer harmonieusement et en conflit, qui vont nous amener, avec des habitudes automatiques d'ailleurs, qui résout souvent le problème de la complexité. Je commence pas à faire un Excel avec 10 croisements pour savoir si je vais acheter une orange ou pas. J'ai envie de manger une orange, je l'achète et puis merde. Et j'achète toujours la même orange. Pourquoi? Parce que je sais que là, je l'aime. Donc, ça devient une habitude et donc je réduis la charge cognitive. Donc, ça, c'est un truc qui émerge fortement. C'est on essaye de réduire la charge cognitive et on a beaucoup, beaucoup de stratégies pour le faire. Et ça, c'est beaucoup plus important que la rationalité comme force de décision. Mais là, je vous parle surtout au niveau individuel, mais c'est vrai aussi au niveau collectif dans une organisation, que ce soit une collectivité territoriale. On a des cultures d'entreprise qui ont tendance à et qui font que de manière implicite, je vais rentrer dans une entreprise, cette entreprise me dit, ben, en fait, on fait ça comme ça. Et souvent, ces implicites collectifs ne sont pas remis en question, ne sont pas questionnés. Et donc, ben, quand on commence à les questionner, ben, ça peut provoquer des remous, ça peut provoquer des conflits, des tensions, et cetera. Et donc, le changement, il est difficile au niveau collectif, même peut-être plus, parce qu'il y a d'autres types d'enjeux, parce qu'il y a en fait tout le système de gouvernance, de management, que ce soit collectivité territoriale ou entreprise d'ailleurs. Il y a ces cultures-là. Je vais vous donner un exemple très, très, très simple. Quand on regarde en Europe, les villes qui ont tendance à être en avance sur les autres sur les questions de transition écologique, on se retrouve toujours avec les mêmes villes depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que ce sont des villes qui ont culturellement et historiquement euh, cette manière de faire de l'innovation. L'innovation, c'est pas un gros mot, ça leur fait pas peur, c'est même une évidence. Et en fait, une culture de l'innovation, des implicites d'innovation, ben où on essaye. Et ce que j'ai retrouvé qui était intéressant sur les questions, par exemple, des villes qui sont en avance sur les questions écologiques, ce sont aussi des villes qui sont en avance sur les autres, sur la prise en compte du facteur humain dans les efforts de transition. Pour ces villes, il est normal d'avoir un sociologue pour parler de transition écologique et de biodiversité. Mmh. Et Et quelle donc, ville? il y a vraiment quelque chose d'innovant dans le regard porté sur la transition, à la fois sur les efforts de transition à faire techniques, infrastructurels, urbanistiques, mais sur le fait qu'il faut aussi travailler de manière transversale et multidisciplinaire. Ça va ensemble dans presque tous les cas. C'est assez étonnant, en fait. Et vous avez des cas de villes en France, par exemple? Parce que Lyon, Grenoble, Paris. d'accord. Ça, c'est les 3. Et là, il y a dans le nord de la France, il commence à y avoir des nouvelles villes qui émergent là. Mais Grenoble depuis ouais, depuis presque toujours. Bah, je vous donne juste un exemple. Les premiers trams accessibles aux handicapés, je pense dans le monde, c'était à Grenoble. Mmh. Et on avait un problème technique. Comment on fait pour avoir des trams qui se baissent ou avec des machins qui et cetera pour, les personnes en fauteuil roulant? C'était pas possible. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pas changé les trams, ils ont changé les quais d'accès aux trams. Il y avait pas de quai d'accès avant, on marchait sur la petite marche, puis on montait dans le tram. Ben, en faisant des quais d'accès exactement au même niveau et à quelques centimètres à peine du tram, avec le petit truc qui sort là pour la porte d'entrée, on laisse avoir accès aux handicapés. Et ça, c'était vraiment une prise en compte du facteur humain. On n'a pas trouvé une solution technologique, on a trouvé une solution structurelle qui prend en compte le facteur humain, ça marche super bien. OK. Donc, et ça, on le revoit sur un paquet de choses, en fait. Même chose sur les pistes cyclables, c'est bien beau de mettre des marquages au sol, mais si les gens ont peur de prendre le vélo en ville, parce qu'ils ont peur d'avoir un accident, c'est pas un marquage au sol qui résout le problème de la peur de se prendre une bagnole. Donc donc, piste sécurisée, c'est-à-dire pas de bagnole. Et Mmh. là, ça fonctionne. OK. Il y a eu un certain nombre comme ça d'éléments que vous avez, identifiés dans ce rapport. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui vous semblent vraiment des éléments clés à nous partager? Oui, je pense que ça va être sous-estimé pendant un certain temps et je veux insister là-dessus. On a tendance à penser que ne pas bouger, ben, si on fait pas de sport, on reste assis sur nos fesses, excusez-moi, mais sur une chaise et on regarde la télé. On ne fait rien. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Ne pas bouger,
ne pas changer est soumis à des forces très dynamiques et très puissantes. Ce qui veut dire que pour amener quelqu'un à changer, c'est pas juste lui donner une petite poussée, c'est qu'il faut prendre en compte toutes les forces dynamiques et très puissantes qui l'amènent à ne pas bouger ou à trouver ça trop difficile. Alors Et ça, là, j'ai oui, un exemple extraordinaire là que, heu, je l'ai vu dans une situation qui n'a rien à voir avec la transition écologique, mais qui a à voir oui, avec le voilà, une personne qui est dans une logique, de situation de couple difficile et la personne pour, des raisons affectives, ne peut pas changer, ne peut pas modifier son comportement qui permettrait en fait à son épouse d'avoir raison. Donc lui, par, un sentiment d'injustice, très fort et largement respectable, met une énergie colossale à résister et je l'ai vu dans un exercice pratique qu'on a vécu, c'était même physique. Donc la prise de conscience de la force, de la puissance, de l'énergie qu'on met à ne pas changer est effectivement colossale et ceux qui vous oui, disent que la résistance au changement n'existe pas, c'est juste pas possible, ils n'ont pas observé le réel. oui. Je trouve que c'est un super exemple. Quand on est en crise et qu'on va voir un psy, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde les forces de l'enfance qui nous ont amenés à avoir la crise maintenant. Et ces forces de l'enfance, qui proviennent de l'enfance surtout, ces traumatismes, ces douleurs, machin, elles sont tellement puissantes que 20 ans, 40, 50 ans après, on est encore malheureux. Donc, faut pas dire que c'est passif, c'est extrêmement puissant. Et au niveau collectif, pour moi, il y a quelques forces très puissantes, mais une des premières forces, et c'est probablement la force du capitalisme la plus importante, c'est celle du consumérisme, parce que les deux vont ensemble pour moi. Le consumérisme, ça nourrit tout d'abord le besoin du cerveau à avoir une récompense immédiate. Et le consumérisme est probablement la civilisation la plus efficace, la plus pertinente, percutante pour faire ça. Le cerveau kiffe. Et pourtant, on a une autre capacité avec le cerveau, c'est d'aller regarder plus loin. C'est quand même de faire de planification à long terme. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec la partie capable de regarder le futur, c'est la même partie du cerveau de notre psyché qui est capable de prendre en compte les non-vivants ou les non-humains. Donc, l'extérieur de soi, c'est d'aller plus loin que soi. Et les 2 sont capables, on est capable de faire les 2, hein. C'est juste qu'on vit dans une société qui renforce le temps présent immédiat, la récompense immédiate et qui, en fait, tend à réprimer nos capacités à faire autre chose. Toutes les sociétés vont toujours privilégier certains modes de fonctionnement, c'est normal. Mais là, le problème avec notre société en ce moment, c'est que ce fonctionnement nous amène à une crise écologique. Donc, il faut revoir ça. Et ça, c'est pas rien. C'est tout notre inconscient est là-dessus, notre manière de travailler, internet, la restauration rapide, les téléphones portables, tous les jeux nous amènent toujours à renforcer notre envie d'avoir de la consommation rapide, la récompense du cerveau rapide et immédiate. Et c'est là qu'effectivement vont se rajouter, les mécanismes d'addiction et que c'est très Oui, compliqué, j'ai pas dit que c'était pas possible, mais vous avez parlé tout à l'heure d'éthique et c'est là qu'il y a une oui. imbrication. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les gens voient un intérêt supérieur à leur intérêt individuel immédiat pour que ça soit un moteur d'action et pour ça, il faut vraiment en donner le goût. Ah oui. Oui, puis, donner envie. Ça, c'est une autre chose, qui émerge sur le rôle de la peur. C'est encore assez ambigu, encore une fois, mais c'est très clair. En tout cas, ça, la psychologie nous dit, une angoisse, c'est de la peur pour laquelle on n'a pas de solution, grosso modo. Et ce n'est pas une peur physique. Quand on a un chien qui grogne devant soi et qui veut nous attaquer, c'est pas de l'angoisse, c'est de la peur et on a une bonne raison d'avoir peur. Ça, donc c'est pas un problème. Mais quand cette peur continue à exister alors que le danger réel maintenant n'existe plus, mais qu'on n'a pas de solution, là, on a une angoisse. Et là, on peut avoir du déni. Et donc, la communication proposée par le GIEC depuis 30 ans, par des associations environnementales, par beaucoup d'écologistes, de dire faites quelque chose, sinon vous allez tous mourir, ou ça va être la cata, ça va être le cauchemar, ça va être Mad Max en 2040 ou en 2050,
Si on n'a pas de solution à côté, on crée de l'anxiété et on crée beaucoup plus de déni que d'envie de faire des choses. Heureusement, les sciences, en tout cas en France, on a commencé à s'en apercevoir assez tôt. Et depuis 2018, il se passe 2 choses que je trouve super intéressantes. Ça, c'est pas dans le rapport malheureusement, mais c'est quand même intéressant de le mentionner. Il se passe 2 choses. Un, on commence à passer au-delà du simple message cognitif, rationnel, scientifique et l'art, le théâtre, la musique, les récits, l'imaginaire, des histoires, tout ça commence à être mobilisé pour parler du changement climatique. Donc, en fait, on fait appel à des modes de communication variés, diversifiés, qui vont avoir un impact sur plus de gens. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Deuxième chose, c'est qu'en même temps que se développe ce type de diversification, si vous voulez, de la communication sur la transition et sur les crises, c'est qu'on voit émerger en même temps des manières plus positives d'en parler. On sort du catastrophisme pour dire, OK, en 2050, disons qu'on a réussi la transition. Ben, à quoi ça va ressembler notre société? Et faire envie d'arriver là. Donc, plutôt que d'essayer simplement de fuir un cauchemar à venir, l'idée, c'est aussi de commencer à construire un imaginaire qui nous donne envie d'atteindre un objectif et non pas simplement de fuir un danger, quoi. Parce que si on fuit dans tous les sens, on ne va pas survivre, sauf si on est chanceux. Donc, c'est pas suffisant non plus. Donc ça, je trouve ça assez positif et les sciences naturelles commencent à le faire. Les sciences comportementales de plus en plus de mes collègues qui se mettent à faire de l'écriture d'anticipation, de théâtre, de rythme, ou à participer à ça, à des jeux sérieux, des jeux sur table où on parle de tout ça et ça, je trouve que c'est une super bonne idée, en fait et parce que ça va faire appel à différentes manières de fonctionner cognitives des gens qui veulent peut-être passer par plus de sensibles et qui sont peut-être plus émerveillés devant la fleur que devant un rapport écrit par des scientifiques et que cet émerveillement va plus peut-être les amener à vouloir envie de, préserver la fleur que d'éviter une catastrophe. Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est très important de mettre en exergue ce qui fonctionne, ce qui donne envie, ce qui est un Oui, moteur d'action et s'il y a toute une articulation entre faire quelque chose qui a du sens, qui procure, du plaisir, qui suscite des émotions positives, qui embarque d'autres personnes et que tout ça concourt à modifier des comportements au service du vivant, là, effectivement, ça donne toute une chaîne entre cognition, émotion et action qui va être utile et fructueuse. Est-ce que vous avez d'autres points clés qui vous ont, que vous avez envie de partager? Parce qu'après j'ai une autre petite question. hem, je pense que c'est le plus important, cette idée de cognition, d'émotion, de diversité, des moyens de communication et de méthodes d'accompagnement au changement. Savoir ne suffit pas à changer, il faut accompagner. C'est bien beau de vouloir devenir végétarien, mais si, au bout de 3 recettes, c'est dégueulasse, on arrête, quoi. Donc il faut apprendre à cuisiner végétarien. C'est pas vraiment, hein. Et cette exemplarité dont vous parliez, c'est super important. Quand un producteur agricole commence à avoir des idées sur peut-être me mettre en peut-être pas bio, mais en tout cas commencer à diversifier mes produits et cetera, le meilleur exemple, c'est le voisin qui l'a fait. Parce que c'est un voisin qui fait le même métier que moi. Parce que si jamais j'ai un problème, ben lui, il l'a déjà résolu et il parle le même langage que moi. Donc on va se comprendre. On passera pas 10 heures à s'expliquer nos termes. Il va me dire: «Tu fais ça avec la douille machin» et puis c'est fait. Et ça, c'est des choses qu'on a retrouvées, dans le BTP, dans la plomberie, dans la création, conception et construction des nouveaux, quartiers, donc dans la rénovation, et donc cette exemplarité-là de pairs qui s'aident mutuellement, des chefs d'entreprise, des chefs de service, financiers, par exemple, qui vont parler à un autre, dire: «Écoutez, ça fait 3 ans qu'on fait de la triple comptabilité, ça marche du feu de Dieu, voici comment vous faites». Vous venez de faire gagner une année d'expérimentation avec des échecs, avec des semi-succès et en un mois, c'est fait, quoi. Et donc, en fait, l'exemplarité, ça marche aussi pour accélérer le mouvement des autres. Ce qui veut dire qu'il y en a qui doivent essuyer les plats pendant un certain temps avant. Les premiers movers sont toujours
désavantagé par rapport aux autres. Mais bon, il y en a qui aiment ça, et heureusement, parce que justement, ça donne des expériences positives qui peuvent être partagées et qui peuvent être mises en œuvre de manière opérationnelle après, sans trop perdre de temps. Ça, c'est une question clé, mais on va pas la traiter là maintenant, parce que je fais partie de ces acteurs-là. Ceux qui sont ouvreurs de terrain ou dits pour certains pionniers, essuient les plâtres et n'ont pas du tout les moyens de continuer leur action, alors que ceux qui suivent, eux, ont les moyens. Mais on va pas le traiter maintenant. Néanmoins, c'est quand même une question connexe à ce dont on est en train de parler et on y reviendra, mais on va justement s'en soucier. Des modèles économiques, adaptés, à, à ce qu'on est en train de vivre. Mais bon, ça sera l'objet d'un autre moment. Je préférerais plutôt vous questionner sur, est-ce que vous avez eu des surprises au travers de ce rapport? Donc est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné et est-ce que vous avez eu des enseignements, clés, qui vous ont marqué grâce à ce travail de recherche? Moi, personnellement, une des surprises, c'était cette importance du vivant, de la biodiversité dans les chapitres que je ne pensais pas avoir. J'étais même convaincu que j'allais avoir peut-être un chapitre qui allait en parler. Et en fait, il y en a plusieurs qui en parlent de manière principale ou secondaire. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle, en fait, parce qu'il faut s'y mettre beaucoup plus dans les sciences des comportements. Et donc, d'être capable d'offrir une revue de littérature là-dessus, clé en main, à des chercheurs qui veulent s'y mettre, à des jeunes étudiants, à des doctorants, qui travaillent là-dessus et leur dire: «Hey, la revue de littérature est déjà faite là-dessus, va plus loin». Donc on parlait d'exemplarité et de partage de bonnes pratiques. Là, ça devient un outil réel pour la pensée, puis pour aller encore plus loin. Donc ça, c'est chouette. Ça, je suis assez content là-dessus. Bien entendu, moi, je connaissais un peu des autres disciplines, mais d'arriver à un tel consensus sur la place du cognitif et de la donnée scientifique comme facteur de changement ou de non-changement de comportement, ça m'a étonné. Heu, ça m'a pas étonné parce que dans le sens que moi, j'ai trouvé exactement la même chose, mais il y a pas que moi. C'est pas que les sociologues, c'est que quelle que soit la discipline, ils arrivent toutes à la même conclusion. Alors, quand plusieurs disciplines qui ne se sont pas parlé, ne se parlent pas tant que ça ou n'échangent pas tant que ça, arrivent à exactement la même conclusion, moi, j'appelle ça une conclusion très forte. Donc là, ça veut dire qu'il faut arrêter là, il y a un truc qui se passe qui est vraiment très, très important. Et Et en fait, c'est l'autre chose qui est oui? pas un consensus, inductif, c'est un consensus avéré, prouvé, c'est ça que vous voulez dire? Ah oui, là, non, mais là, non, celui-là, c'est plus de l'ordre de l'intuition, là, on arrête avec ça, là, c'est non, non, là, c'est là, on est de l'ordre de on a démontré, on peut passer à autre chose, OK? OK. Bon, c'est pas comme ça que ça va se passer parce que, la société nous met en avant toujours que le rationnel, le cognitif est important, bla 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 bla, mais OK, OK. Mais en tout cas, ça, c'est très, très fort. Hem Ce que ça fait aussi, ça c'est une leçon qui est vraiment transversale à toutes, c'est que si on a un apport à faire, c'est bien entendu, c'est important d'avoir des chiffres, des statistiques qui montrent que 30 de la population blabla, OK, c'est pas un problème. Mais ça, c'est facile à faire, en fait. Ce qui est plus difficile à faire, c'est de rentrer dans la subjectivité humaine et c'est là où toute, en fait, la bataille et toute la valeur et c'est même plus fondamental que ça pour moi. C'est dans la subjectivité que se joue tout le jeu. Pourquoi on fait quelque chose? Quelle valeur on y donne? Parce qu'on donne de la valeur à de la communication, à un échange entre 2 personnes, à la plante, à l'écologie, à et cetera et cetera. On donne de la valeur et ça, c'est je pense que c'est probablement ce qui nous fait de nous des humains, qui nous différencie peut-être plus des autres êtres vivants, même avancés comme les primates. Je pense que c'est cette subjectivité avec la capacité de mettre de la valeur dans quelque chose, de lui donner une signification qui nous transcende. Et si et ça, c'est ça qu'on peut faire nous les sciences des comportements. On peut aller chercher cette subjectivité pour dire: «Oui, regarde, on a 15 personnes qui bougent par voiture, dans leur voiture tous les matins. Sauf que subjectivement, ils ne vivent pas cette même expérience de la même manière et que si on ne prend pas ça en compte, les politiques publiques vont faire fausse route.
Et ça, c'est la grande, grande valeur de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut apporter, c'est une compréhension de la subjectivité. On a les outils pour le faire, on a les méthodes pour le faire. On n'est pas tous d'accord, mais ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de montrer cette diversité de la subjectivité et à quel point elle est importante dans la manière dont on a de se comporter, pourquoi on se comporte de cette manière-là, pourquoi il est si difficile d'accepter qu'une crise et d'agir en conséquence. Il y a des super bonnes raisons de ne pas agir en conséquence, hein. La perte de confort cognitive, la perte de confort physique, la peur du changement, la peur de perdre des choses, tout ça. Mais il faut le prendre en compte. Il ne faut pas dire, ouais, il faut changer de mode de vie et de civilisation, sinon on va tous dans le mur. Oui, mais au quotidien, ça ne veut rien dire ça. Et donc ça, c'est une dernière chose qui apparaît, c'est que les textes, malgré le fait qu'ils font une revue de littérature internationale, hein, la plupart sont plutôt ancrés avec des exemples concrets. On ne fait pas que de la théorie, de la sociologie théorique, et cetera. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien d'une entreprise, dans le quotidien d'un individu, d'une famille, d'une collectivité territoriale? Donc, dans un quotidien, c'est assez ancré quotidien, plus que ce que je pensais. Pas toujours assez à mon goût, mais ça, c'est juste un biais de ma part. Euh, mais n'empêche que tous les chapitres vont faire ce lien-là vers autant de concret, réel possible, tel qu'il est vécu par des humains. OK. Ouais, On donc là, on a enfin, vous énoncez la notion de subjectivité, on pourrait, éventuellement la mettre en opposition avec le collectif. Comment tenir compte de la diversité de la subjectivité en cherchant à embarquer, le maximum de gens pour un changement collectif? ouais. Il y a pour moi, d'un point de vue du rapport, hein, d'un point de vue scientifique, il y a une démarche à faire. C'est que si on veut comprendre un peu la subjectivité, il faut comprendre les subjectivités. Il faut commencer par une recherche plutôt à l'échelle micro-individuelle. Et à un moment donné, à force d'en faire, on commence à voir du chiffre, on commence à voir de la masse et on se dit, ah, là, je peux tester à grande échelle. Et c'est comme ça qu'une enquête peut devenir, même une enquête quanti, peut devenir riche de sens et de compréhension sur la subjectivité des gens. Mais si on ne fait pas ce travail-là à l'échelle individuelle avant, on passe à côté de la plaque, les questions ne sont pas bonnes, ou alors les questions sont bonnes, mais les choix de réponse ne sont pas bons. Il y a tout ça. Et donc, sur certains domaines, on est capable maintenant de monter à l'échelle collective, mais il y a quand même quelques disciplines qui nous permettent d'attaquer directement le collectif, comme la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des signes et des langages collectifs. Comment on interprète collectivement certains signes. Qu'est-ce que, ben, par exemple, quel serait le symbole d'avoir une vie accomplie? Un jet ou un yacht? Ou être heureux et bien dans sa peau? Voilà, OK, donc c'est faire travailler également sur la représentation individuelle, mais surtout collective, voilà. de ce qu'on nommait auparavant la réussite, qui serait, le bonheur, partagé, c'est ça, par exemple? Un exemple, c'est un exemple, exactement. Et un bonheur Je vous en donne un beaucoup plus concret. Il y a jusqu'à quelques années, si vous vouliez acheter un bien immobilier, on vendait de la pierre. Il fallait investir dans de la pierre. C'était les mots utilisés. La- les domiciles ne sont plus de la pierre. C'est devenu un système énergétique. Est-ce que ça résiste au chaud en été? Est-ce que ça résiste au froid en hiver? Est-ce que je vais me sentir bien confortable? Est-ce que je vais installer une pompe à chaleur ou ben non une clim? Est-ce que je fais... Et en fait, ça, c'est un changement dans la représentation sociale au niveau collectif. L'énergie n'est plus ce qu'elle était avant, c'est-à-dire un truc invisible à laquelle on pense une fois par mois parce qu'il y a la facture, mais qu'on regarde à peine. L'énergie est devenue, dans les représentations sociales collectives, un enjeu. Donc, OK, ça devient un problème, avec différentes subjectivités, avec des choses donc qu'il faut régler. Tant que c'est pas un problème, il n'y a rien à régler. Il n'y a pas de politique publique à avoir, il n'y a pas de politique de tarification, il n'y a pas de précarité sur énergétique, il n'y a rien. Mais quand ça arrive, tout ça se met en jeu et devient un objet de recherche. Mais la recherche peut aussi devancer un peu en disant attention, on voit ça arriver et regardez, on commence à publier et là, on peut être en avance parfois. On ne fait pas qu'être en retard aussi sur les choses pour dire ouais, ça fait 5 ans que ça existe, on va regarder ce qui se passe. Des fois, on est capable de prévoir des coups
Et là, on commence à générer de la donnée, à générer des compréhensions, des réflexions pour dire: «Attention, ça va venir». OK, super. Hem, alors si on avait un mot de la fin, une conclusion, ça vous amènerait où? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour, sensibiliser les personnes en mode conclusif? Heu, oui, le facteur humain est super compliqué, hein, grâce à notre diversité puis notre complexité, mais c'est pas insurmontable. On peut, en prenant le facteur humain, être beaucoup plus efficace dans notre manière de tenter de faire de la transition. En fait, on le démontre dans plusieurs villes qui le font, qui prennent en compte. Elles vont plus loin, elles vont mieux, les objectifs sont atteints ou en tout cas mieux atteints qu'ailleurs. Hem, mais pour aller même plus loin, c'est que si on ne prend pas le facteur humain, on va rater la transition. Si on ne prend pas le facteur humain en compte, puis qu'on n'analyse pas, qu'on l'intègre pas dans nos efforts et qu'on fait que du technosolutionnisme, on est foutu. Là, j'en suis convaincu. On ne change pas une civilisation, on change une technique ou une technologie. Ça concourt à une civilisation, c'est pas le problème. Mais au-delà de ça, si on continue à faire des conneries avec une technologie, on n'a rien résolu, quoi. Donc, le facteur humain, pour moi, est super important. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas que cette compréhension du facteur humain reste dans les mains de certaines personnes qui vont vouloir manipuler les masses. Il faut absolument que tous ces outils deviennent accessibles aux assos, aux pères, aux mères de famille, à des pouvoirs politiques, à des entreprises, des chefs, des directeurs, mais à tout le monde. Il faut égaliser les chances en matière de communication et en matière de capacité à comprendre. C'est à se comprendre soi-même. Franchement, comprendre le facteur humain, c'est aussi mieux se comprendre soi-même. En général, on se sent mieux après. Bon, après la crise qui fait que blabla, mais en général, on se sent mieux après. Et surtout, peut-être finir avec ça, pour revenir à un point que vous aviez mentionné, c'est que quand j'ai fait pas mal d'entretiens avec des chefs d'entreprise qui ont tenté de transformer leur entreprise, société à mission, gouvernance, management, et cetera. Et le mot qui ressort tout le temps, c'est être aligné avec soi-même et avec son entreprise. Et ça leur donne un bien-être psychologique et émotionnel, affectif, qui va au-delà de toutes les autres récompenses. On se sent bien dans sa peau, il y a plus de dissonance cognitive, il y a plus d'inconfort moral ou éthique. Franchement, quand on regarde leur visage quand ils en parlent et quand on écoute ce qu'ils disent, c'est une récompense en soi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant comme outil et comme moyen de persuasion puissant. Eh ben, ça me paraît, excessivement, opératif et en même temps un merveilleux défi. Parce que si nous Oui. tous réussissons à être alignés nous-mêmes avec ce que nous réalisons et avec le vivant, on aura, résolu la plupart des problèmes. Donc merci beaucoup pour cet entretien Ben, et merci beaucoup. j'invite donc tout le monde à lire, le premier tome du rapport, du GIECO qui va être formidable à déguster. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était chouette.